Salut les amis. Alors, nous voici de retour pour une nouvelle critique, et cette fois, ce sera Le Clan du Corbeau Blanc, tome 1, La malédiction du Wendigo, de Elfidil. Alors, bien sûr, c'est un pseudo, je ne connais pas son vrai nom, et comme ce nom un peu bizarre l'indique, c'est une auto-édition, et comme ce tome 1 l'indique, on est un peu dans tous les clichés que Lynx aime pas. Et donc, quand j'ai commencé ce livre, j'avais une petite appréhension. Je me suis dit, j'espère qu'on va pas être sur un nouveau comme celui dont j'avais mis dans mes livres inachevés la dernière fois. Je me rappelle plus le nom, mais vous voyez sûrement ce que je veux dire. Mais non, ça va. C'était pas un truc de fou, mais c'était loin d'être aussi mauvais que celui que j'avais mis dans mes critiques inachevées. Alors, résumé. Notre héroïne s'appelle Nokomis. Et donc elle vit dans une tribu. On commence avec une histoire, l'histoire de l'ancêtre de sa tribu qui a fait un voyage pour trouver son totem qui était un corbeau blanc, et c'est ça qui a donné le nom de la tribu, etc. Donc on nous dit que Nokomis enfant adorait ce genre de légende, etc. On ne sait pas dans quel pays on est ni à quelle époque, mais c'est des tribus qui sont associées à des animaux. Ils ont des tatouages sur leur corps justement pour signaler à quelle tribu ils appartiennent. Oui, c'est un univers aussi donc où il y a du surnaturel. Chacun d'entre eux va faire un voyage un espèce de quête initiatique pour trouver son propre totem, qui sera un animal qui après va vivre avec eux. Moi au départ je pensais qu'ils auraient chacun des totems liés à leur clan, donc ceux du corbeau blanc qui auraient tous des corbeaux blancs, mais non, c'était juste leur fondatrice qui avait un corbeau blanc. La première quête que va suivre notre héroïne, ça va être de trouver son propre totem. Je pense que je vais sûrement quand même vous le spoiler parce que c'est le tout début de l'histoire, mais je peux ne pas vous dire ce que c'est parce que c'est pas super important de savoir ce que c'est en fait. Donc la toute première mésaventure que va vivre Nokomis, ça va être ça, de trouver son totem, mais dès ce moment, il va y avoir des warnings, des petits pressentiments un peu bizarres, etc. Et en fait, elle va avoir une espèce de vision d'un monstre, donc d'un démon, etc., qui va être le Wendigo. Lui va la retrouver plus tard et prendre possession de son corps. Et à partir de là, ça va être une lutte permanente pour elle pour garder le contrôle, sachant que le Wendigo, quand il la contrôle, il essaye de lui faire tuer des gens et de la faire prendre du plaisir à ça, etc. Et il veut prendre possession de son corps et ne faire qu'un avec elle et profiter de son incarnation pour aussi continuer à tuer des gens, faire le mal et compagnie. Donc évidemment, ça va pas être compatible avec ce que veut notre héroïne, qui de base a une famille... une mère, un frère adoptif, une meilleure amie / amoureuse, parce que je pense que je peux tout de suite vous dire, sans que ce soit un spoil, que ça va être un livre où il y aura une romance gay entre filles. Elle se trouvera d'autres amis, etc. tout le long de sa quête. Donc pour essayer de s'exorciser, elle va aller sur la montagne des anciens, où potentiellement elle pourra entrer en contact avec son ancêtre, donc celle qui a fondé le clan du Corbeau Blanc, sachant que le Wendigo était le mec donc de la fondatrice du clan, et donc Nokomis est sa descendante au Wendigo, parce qu'en gros les Wendigos c'est des humains qui sont devenus mauvais, et qui sont devenus des démons potentiellement après leur mort, en étant morts, en ayant une immense haine, et en mourant dans des circonstances horribles, etc. Je sais pas s'il faut manger de la chair humaine pour devenir Wendigo dans cet univers, c'est possible, mais j'en suis pas certaine. En tout cas, c'est sûr qu'il faut avoir accompli des actes horribles, et avoir vécu des actes horribles aussi. Voilà à peu près dans quelle ambiance on est. Donc plein de voyages, plein de tribus, plein de gens avec des totems différents, des légendes, des démons, des possessions, tout ça. C'est à peu près dans ça qu'on met les pieds. L'histoire, alors on est d'un point de vue qui est majoritairement celui de Nokomis, mais à la troisième personne, mais de temps en temps on va être dans le point de vue des persos qui l'accompagnent, et de temps en temps l'auteur nous dit des choses que... on n'est pas sûr que c'est vraiment Nokomis qui les pense, donc on est dans les points de vue, encore une fois, que j'ai déjà entendu Lynx critiquer, où on sait pas trop, mais j'ai pas trouvé que c'était forcément gênant. On est majoritairement avec Nokomis, et on voit ce qui se passe dans sa tête, dans ses rêves, etc. Même si on a quelques réflexions un peu extérieures, on est globalement d'un point de vue interne à la troisième personne, avec, comme je vous disais, de temps en temps des chapitres du point de vue d'autres, principalement quand elle se fait posséder, ou quand d'autres se font posséder, ou quand les circonstances l'exigent, mais sinon on est avec Nokomis. Et comme je vous disais, on est sur un truc de quête initiatique, l'originalité entre guillemets, parce que je pense pas que ça ait jamais été tenté, mais c'est ce qui change quand même des autres livres de fantasy un peu de ce genre que j'ai lus. Je pense qu'on peut dire que c'est de la fantasy, même si c'est pas du tout un univers avec des elfes, etc. Mais c'est un univers... qui n'a aucun lien avec le nôtre, en tout cas pas qu'on sache. On pourrait se dire que ça existait en Amérique avant que les Blancs arrivent, ou je sais pas quoi, mais ce n'est que spéculation, c'est absolument pas dit.
Donc on va dire que c'est de la fantasy, et ce qui donc diffère de d'habitude, c'est que on est sur une héroïne possédée par un démon, et que donc le combat contre le grand méchant va être un combat mental, entre guillemets, mais ça va très souvent se faire au travers d'actes, parce que voilà, il va lui faire perdre confiance en lui faisant faire des choses horribles et lui faisant croire que c'est de sa faute, etc. Elle va aussi le combattre en utilisant sa propre haine, donc c'est un peu à double tranchant, parce que en même temps, plus sa haine grandit, plus elle est sensible à son influence, etc. Bon, ça aurait pu être très psychologique et très intéressant. En fin de compte, moi, ce que j'ai trouvé, c'est quand même que c'était vite redondant. Au début, j'ai trouvé que c'était vachement bien, et puis je suis descendue petit à petit, parce que ça se répète énormément. Que ce soit au niveau de ce qui se passe dans sa tête. Au début, c'est intéressant, mais après, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas vraiment de crescendo. Le livre se veut comme un crescendo, mais c'est quasiment plus répétitif qu'autre chose. Et c'est aussi répétitif sur le plan de ce qui se passe, parce qu'il y a sans arrêt des combats. Souvent, je dis dans des livres qu'il n'y a pas assez d'action. Là, je dirais pas qu'il y en avait trop, mais les combats étaient extrêmement répétitifs à un point où, au bout d'un moment, limite, j'écoutais plus. Donc là, je pense que je me suis un peu éloignée de l'histoire, mais ça vous donne une idée. On est vraiment sur une quête initiatique, un voyage, voilà, elle va dans une montagne, etc. Trouver la réponse, et puis là-bas, on lui dit il faut que tu ailles dans le village d'origine du mec, etc. Donc après, on est reparti pour un autre voyage. Enfin, des ados avec des pouvoirs. Ados parce qu'ils ont 16 ans, c'est à 16 ans qu'ils font leur cérémonie de totem, et du coup que tout part en vrille dans la vie de nos comices. Donc ils ont 16 ans, ils partent en voyage, et ils parcourent un monde dont on ne reconnaît pas les lieux. Enfin, on va nous dire justement genre le village de la côte, la montagne des ancêtres, etc. Donc on ne sait pas à quoi ça correspond dans la réalité, si tant est que ça correspond à la réalité. Et apparemment le monde est inexploré de leur point de vue à eux, et ils ne savent pas du tout où ils mettent les pieds. Il y a des endroits dont personne n'est jamais revenu, et ce genre de choses. Le concept... je sais pas s'il y avait vraiment un concept. Je pense que ce qui a dû faire triper l'auteur, c'est à la fois le coup des totems, de vraiment lier des humains à des animaux, parce qu'on a presque pas de description des humains, mais on a énormément de descriptions des totems, et aussi des tatouages qu'ont les humains. Je saurais même pas dire si c'est des blancs ou des noirs, pour vous dire, ou des rouges, hein. J'en ai aucune idée, je crois que ça a jamais été mentionné. Donc je sais pas non plus s'ils ont les cheveux bruns, blonds, violets, etc. Mais par contre, je sais très bien à quoi ressemblent les tatouages qu'ils ont sur le corps, et à quoi ressemblent les masques de leurs totems. Enfin voilà, les animaux totems qu'ils ont, quelle couleur ils sont, et tout ça, quelle couleur sont leurs yeux. Il y a une insistance sur la couleur des yeux aussi, parce que malheureusement ça fait un peu manichéen, mais les gens qui ont les yeux bleus sont gentils, et les gens qui ont les yeux rouges sont méchants, les gens qui ont les yeux verts sont des démons. Voilà, c'est un peu bateau sur ce plan, mais c'est pas super grave, j'ai envie de vous dire. C'est pas tant que c'est un problème. En tout cas, du coup, le concept c'est ça, un monde avec des totems, et où chaque humain est lié à un animal, où il y a des légendes, voilà. Un côté très lié à la nature, où les gens chassent, etc., vivent justement en accord avec les animaux, etc. Un côté peut-être un peu New Age, Baba Cool, ou quelque chose comme ça, pour le côté où on a l'impression que la nature est harmonieuse, que l'homme doit trouver sa place dans la nature en ressemblant justement à la nature et en se rapprochant des animaux, et que comme ça tout marche très bien. Voilà, les divinités c'est les ancêtres, et les ancêtres qui veillent sur nous, etc. Donc il y a vraiment un côté... l'appel à la tradition, l'appel à la nature, voilà, ce genre de biais sont vraiment mis en avant comme des choses positives. Et évidemment, inversement, les démons, la haine, le fait de prendre plaisir au meurtre et tout ça, ça c'est des choses pas bien, et c'est des choses qu'il va falloir combattre. Il y a évidemment le truc classique, le méchant a souffert, et donc d'une certaine manière on peut le plaindre. Donc le concept c'est les totems, le côté animaux, nature, humain, mais retour un peu à quelque chose de plus pur, etc. Ce genre de clichés, mais des clichés que j'aime bien. Donc encore une fois, si c'est pas trop fait comme de la propagande, où on a l'impression qu'on nous dit t'es débile si t'es pas d'accord, en soi ça me dérange pas, mais ça plus le côté possession démoniaque, c'est ça le concept. Donc déroulement de l'intrigue, c'est ce que je vous disais, on est du point de vue de nos comices à la troisième personne, quelques changements de point de vue. Bon, je vous ai dit, c'est une succession de quêtes. Alors au départ, c'était très cool, parce que, comme je vous dis, on a un petit début de nos comices enfants qui écoute les légendes de son village, etc. Des petites mésaventures d'elle avec son frère adoptif, etc. Parce qu'elle a perdu son père, et lui aussi, et donc ça les a rapprochés, machin. Ça nous montre leur personnalité à tous les deux. C'était à la fois rapide et à la fois bien pour nous faire nous attacher au perso. Ensuite, on arrive à la cérémonie du totem, il y a du suspense, parce que ils vont faire leur voyage, pour la première fois, ils vont tout seuls dans la nature, on sait pas quel animal
il se liera à eux et ce sera pour toute leur vie, etc. Donc voilà, ça se passe assez rapidement. Et ensuite, pouf, on enchaîne avec le truc du démon et la possession démoniaque. Et à ce moment-là, je me disais, on est vraiment génial d'un point de vue du rythme, parce qu'il n'y a pas beaucoup de descriptions des pensées des persos comme j'aime, mais comme les actions s'enchaînent énormément, c'est pas dérangeant. Et on a vraiment l'impression que l'auteur sait où elle nous emmène. Et oui, je sais pas si c'est une fille, mais j'en suis quasiment certaine. Hein. La fille sait, l'autrice sait où elle nous emmène, ça se voit, et c'est très agréable parce que justement c'est rapide, on se dit, bon, on est parti quelque part, le voyage sera long, tout ça c'est qu'un prologue, c'est qu'un début, etc. Mais on a déjà l'impression qu'il se passe des trucs de ouf, donc je me disais, ça promet pour la suite. Malheureusement, comme je vous disais, à partir du moment où il y a la possession démoniaque, au départ, je pense que je peux vous le dire, Nokomis est bannie de son village quand les gens se rendent compte qu'elle est possédée. Enfin, il y a un moment où elle essaye de rester dans son village, il y a une espèce de gars con, méchant, qui fait en sorte qu'elle se fasse griller parce qu'il l'aime pas, parce qu'il a envie d'être chef seul, parce que normalement il devrait diriger leur village à deux. Donc voilà, il a fait se faire virer du village. Ils s'en vont du coup avec son frère et sa meilleure amie, baroblique amoureuse, pour partir en quête ensemble, etc. Ils vont dans un autre village, ça tourne mal, ils en partent aussi. Jusque là, je trouvais que c'était relativement sympa. Mais ensuite, quand ils sont en quête pour aller sur la fameuse montagne des ancêtres, il se passe sans arrêt des choses répétitives où à chaque fois le démon prend le contrôle de Nokomis, il lui fait faire des trucs horribles, tout le monde est choqué, ensuite tout le monde se pardonne, on repart et puis ça recommence et puis on repart et puis ça recommence. Et à chaque fois il y a des combats où les gens se défoncent physiquement. Je pense que voilà, je vous l'aurais bien dit dans les problèmes de logique et cohésion, mais je vous le dis déjà, il y a des combats, les persos se font littéralement défoncer. Alors dans beaucoup de livres, je vous dis, voilà, oui, le coup de couteau qui one-shot, tout ça c'est ridicule, mais là on a l'effet inverse. Là les gens se font limite hacher menu, et en fait ils se relèvent toujours. Donc voilà, les persos secondaires meurent à la pelle, et c'est assez violent sur ce plan-là, mais les persos principaux, vous pouvez les jeter d'une falaise, leur ouvrir le bide, leur transpercer les poumons, où t'as les griffes qui ressortent de l'autre côté du dos, et voilà, ils crachent du sang, etc. Mais ils sont encore en vie. Alors oui, il y a des pouvoirs surnaturels qui les soignent, mais voilà, il y a un moment où ça fait beaucoup, en fait, parce qu'à chaque fois, on nous fait sentir que ce qui se passe est horrible, etc. En même temps, il s'en sort tout le temps, et il y a des moments où on essaye de nous faire croire que des persos importants sont morts, et en fait, ils le sont pas. C'était prévisible à 2000%, parce qu'il s'était déjà passé ça 10 fois avant. Moi, j'avais plus d'enjeux dans ma tête, et je commençais à plus écouter pendant les combats, et quand on commence à plus écouter pendant les combats, c'est très mauvais signe. Et il y avait aussi des problèmes niveau écriture, mais là, je vais attendre la bonne catégorie pour en parler. Donc voilà, à la fin, j'y reviendrai. Les personnages, alors comme je vous disais, ils sont pas du tout détaillés mentalement, mais c'est pas du tout dérangeant jusqu'au moment où ça devient répétitif. Mais même là, je pense que ça aurait... Je sais pas si détailler plus les persos aurait pu résoudre le problème. J'ai vraiment l'impression que c'est les actions en elles-mêmes qui sont répétitives et du coup qui rendent le truc inconsistant. Parce que quand on a l'impression justement que un démon prend possession de votre corps et essaie de tuer votre amoureuse, ça devient la norme, il y a un problème en fait. Je dis pas que ça doit arriver une seule fois, ça peut arriver 2 fois, 3 fois, mais faut qu'on sente qu'il y a une gradation, que c'est plus grave, que c'est pas toujours pareil. Ou alors si c'est toujours pareil, il faut que les persos aient l'air d'avoir conscience que c'est toujours pareil et de considérer que c'est un problème. Mais il faut qu'ils prennent en considération. Là on dirait que eux nous parlent comme si c'était de plus en plus grave, alors que moi j'avais l'impression que c'était toujours la même chose. Donc oui, bien sûr, on sait que voilà, la progression de la possession augmente parce que il y a, comme je vous disais, il essaye de prendre le contrôle de son corps et il y a une blessure, la blessure qu'il lui a causée quand il a pris sa possession de base, qui est sur sa poitrine et qui devient de plus en plus noire et t'as des filins qui parcourent de plus en plus son corps, etc. Donc on voit qu'il y a une progression physique, mais c'est pas suffisant pour qu'on se dise « Oh non, oh mon Dieu !» à la 4e ou 5e possession où le démon essaye de tuer son amoureuse, quoi. Et le truc, oui, je vous disais, les personnages sont extrêmement simples, l'héroïne, elle est juste gentille, classique, enfin c'est une héroïne totalement normale, je dirais même pas qu'elle a une personnalité, c'est juste une fille, oui, qui a confiance en elle, qui est joyeuse, etc. Enfin c'est la fille de base, sans aucun ajout ni rien, et le problème c'est que elle fait face à une prophétie sombre à son propos, il y a un démon qui la possède, les ancêtres vont essayer de l'aider mais ça va pas être facile, et du coup elle se retrouve au milieu de tout ça. On n'arrête pas de nous dire pendant le livre oh là là qu'est-ce qu'elle est forte parce que n'importe qui dans une possession à sa place, on aurait pris son contrôle depuis longtemps, etc. Il y a un truc que j'avais dit de vous dire, ça aurait peut-être été un spoil, donc je vais vous dire un perso sans vous dire qui, le démon prend possession de lui et immédiatement son âme est annihilée. Il n'existe plus, et il y a plus tard d'autres persos dont le démon va prendre le contrôle qui vont eux résister et ne pas être annihilés, mais ils vont quand même se faire contrôler très facilement. Alors que Nokomis, elle résiste énormément.
Donc on n'arrête pas de nous dire, oh là là, quelle force d'âme, ça se voit qu'elle est puissante et qu'elle a un caractère fort et que machin. Oui, mais on a plutôt l'impression que si elle a cette force, c'est aussi prédéterminé parce que c'est la descendante du démon, parce qu'elle a son propre démon en elle, parce qu'elle a du pouvoir, parce que les ancêtres l'aident, etc. Enfin, moi, j'ai jamais vraiment eu l'impression que c'était sa force de caractère qui changeait grand-chose, même si, oui, c'est sûr qu'elle pourrait désespérer et elle se bat beaucoup. C'est sûr qu'elle se bat, on nous dit évidemment le pouvoir de l'amour et de l'amitié, encore une fois. Elle se bat beaucoup parce qu'elle a des gens qui comptent sur elle, etc. Surtout son amoureuse, comme je vous disais. Rien d'original, rien de particulier. Donc vraiment, les personnages sont extrêmement basiques. C'est pas un problème au début, donc je pense que ça aurait pu ne jamais être un problème. Pour une fois, le livre aurait peut-être dû être plus court. Parce que là, il y a beaucoup trop de répétitions, de combats voilà, inutilement longs avec des trucs gore et la personne, voilà, elle se fait ouvrir le ventre, voilà, elle se relève, elle dégouline de sang, elle retombe, on lui remet un coup, elle tombe inconsciente et puis elle se redresse lentement, etc. Au bout d'un moment, on se dit non, mais c'est bon, foutez-moi la paix. Enfin, si vous voulez faire des combats violents et tout, mais il faut en venir quelque part. Au bout d'un moment, là, les persos se déchiquettent constamment pour un oui ou pour un non. Alors oui, c'est à cause du démon. Je dis pas qu'il n'y a pas de raison objectivement, mais c'est juste que ça arrive sans arrêt et que ça fait qu'au bout d'un moment ça devient chiant. Donc il fallait en mettre moins, je pense. Et si ce qu'elle avait à raconter c'était vraiment aller à la montagne, ensuite aller au village, etc., enlever un peu de fioritures. C'est la première fois que je dis ça. Soit les enlever ou soit les écrire différemment pour vraiment qu'on voit qu'il y a une différence, une gradation, quelque chose d'important qui se passe. Le problème, je pense que c'est que le démon, il est pas assez intéressant. Au début du livre, je voulais vraiment le connaître, je voulais vraiment le comprendre, aller plus loin, etc. Et le fait même qu'il soit, entre guillemets, gratuitement méchant, qu'il soit dans les pulsions et tout, et qu'il n'y ait pas vraiment de raison à ses actes ou à sa violence, je me disais que c'était pas complètement acheté, parce qu'on peut se dire que c'est ça le principe d'un démon, mais au bout d'un moment, c'était trop répétitif, et ça apportait rien, et le fait que l'héroïne même se fasse corrompre, elle se mettait juste à agir comme lui, à faire des trucs gratuitement violents, en se disant, voilà, genre je m'abandonne au plaisir de la violence, parce que sinon je suis trop malheureuse, etc. Mais juste comme si c'était une drogue. Donc c'est pas que j'y crois pas, mais c'est que c'est pas très intéressant. Donc les personnages... c'est pas du tout un point fort, ça aurait pu ne pas être un problème, mais il y a eu trop de choses finalement qui ont été soit inconsistantes, soit répétitives, et les personnages, pour moi, c'était plutôt en dessous de la moyenne, mais comme je vous disais, c'était pas en soi rédhibitoire, mais malheureusement, voilà. Trop de choses trop légères. Apparence, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on connaît dans le détail les tatouages des gens. On vous dit, par exemple, quand Nokomis se fait bannir, on lui a barré son tatouage de clan. Elle a eu un nouveau tatouage qui indique justement qu'elle est possédée par le Wendigo, etc. Puis le Wendigo aussi, quand il la possède, ça lui rajoute des tatouages un peu partout sur le corps. Quand les gens les voient, ils sont inquiets, en se disant « Oh là là, c'est bizarre, toutes ces marques noires, etc. » machin. Donc au niveau tatouage, on a des descriptions de fous. Et aussi au niveau masque des totems, comme je vous disais. Mais sinon, les persos, physiquement, il y a une fille albinos à un moment qui va arriver, qui va devenir une amie secondaire de l'héroïne. Donc on va nous dire, oui, voilà, elle est blanche, elle a les yeux bleus, machin, elle est albinos, quoi. Mais sinon, les persos normaux, moi, j'ai pas l'impression qu'on nous ait dit quoi que ce soit sur eux. Donc je dirais que c'est aussi un peu insuffisant sur ce plan-là, même si c'était bien pour les totems et pour les tatouages. Et personnalité, je vous disais, ils ont des personnalités, même pas post-it, là, c'est à vous de les mettre, quasiment, les personnalités. Ils ont des rôles, ils ont pas de personnalité, en fait. Il y a vraiment l'héroïne, c'est la gentille qui aurait voulu être la meuf bien, mais malheureusement, il lui est arrivé des trucs moches. Son amoureuse, c'est juste son amoureuse. Elle va vraiment se caractériser par être sympa et être amoureuse d'elle, et la suivre partout, la laisser tomber pour rien au monde, et prendre super cher à cause d'elle. Après, elle est pas toujours en mode victime, des fois elle gueule un peu ou quoi que ce soit, mais justement, même là-dessus, elle a pas vraiment une personnalité bien définie. Elle est plutôt gentille, mais y a rien de spécial en fait. Et après, quand tu auras l'albinos, pareil, c'est une fille gentille. Elle est un peu timide, elle se sent un peu exclue parce que les deux autres sont en couple. Elle a peur de faire un peu, j'allais dire, troisième roue du carrosse. Bon, cinquième roue du carrosse, mais bon, là ils sont trois. Donc vous voyez ce que je veux dire, faire... C'est quoi l'expression quand on est au milieu d'un couple ? J'avais envie de dire faire chandelier, mais c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, c'est vraiment des choses qui sont vraiment que déterminées par la situation. Il y a un ou deux persos dont on va vous dire ils sont excessivement calmes ou ils sont excessivement violents. Il va y avoir plusieurs persos méchants qui ont l'air juste de gros méchants gratuits sans qu'on sache du tout pourquoi ils font ça, etc. Non, vraiment, au niveau personnalité, on est sur une pauvreté rarement atteinte, mais comme je vous dis,
comme l'univers était riche et que l'histoire au début avait l'air vachement riche aussi, ça aurait pu passer. Évolution, Nokomis prend super cher, tout le monde prend super cher, mais surtout elle. Donc elle va être obligée d'évoluer, c'est sûr qu'elle va être obligée d'évoluer. Mais en fait, ce qui se passe, c'est comme au début, elle était vide, elle va se remplir avec son histoire. Donc c'est quasiment comme si on partait d'un perso amnésique ou quoi. On a un perso qui de base n'a rien. Et ensuite, son passé va lui construire un background. Ça va faire qu'elle va avoir plus de recul, de force de caractère. Elle a appris un peu à contrôler sa colère, parce qu'au début, elle a beaucoup de colère, mais en même temps, comment ne pas avoir de colère quand on a un démon qui prend possession de nous. Donc voilà, encore une fois, je l'ai pas vu comme un trait de personnalité particulier, mais comme un truc assez basique qui arriverait à n'importe qui serait dans sa situation. Donc de l'évolution, est-ce qu'il y en a ? Oui, oui. Mais juste la portion congrue. L'univers des créatures, là on est sur un point fort, vu que le principe des totems, le rituel pour se lier à eux, la description du fait que ils passent toute leur vie avec nous. Il y a vraiment un côté, on s'imagine bien justement le petit animal qui nous suit, etc., comme dans les jeux vidéo ou quoi. C'est assez sympa. Et puis il y a beaucoup de choses autour de la magie, comme je vous disais, les démons, les rituels de guérison, l'herboristerie aussi pour la guérison et compagnie, le fait de vénérer les ancêtres. Il y a beaucoup de trucs de ce point de vue, donc rien de spécialement original, mais c'est un univers qu'on voit pas forcément beaucoup d'habitude. Ça m'a rappelé le livre, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais avec la mythologie africaine dont je vous avais parlé, que j'avais pas trouvé terrible non plus, mais pour des raisons complètement différentes. Donc au départ, je trouvais que celui-ci était beaucoup mieux. Et en fait, il s'est dégradé vers la fin. J'avais eu aussi une déception, mais l'autre, c'était sur le concept, je me disais que c'était bien, et en fait, c'était super mal réalisé. Là, c'est pas que le concept qui est bon, il y a vraiment... même l'histoire, sur le papier, est bonne, mais je pense qu'elle est pas très bien racontée. Logique et cohésion, je vous disais, c'est là qu'il y a un problème, parce que très clairement... Déjà, il y a des trucs, il y a des Deus Ex Machina, qui sont justifiés parce qu'il y a les ancêtres. Les ancêtres, c'est comme Dieu. On sait qu'ils maîtrisent des trucs, on sait pas jusqu'où vont leur puissance, leur maîtrise et tout. Donc on sait pas s'ils ont voulu faire souffrir Nokomis ou s'ils font tout pour l'aider et qu'il y a des forces contraires à eux, on sait pas. Et c'est un peu agaçant. Il y a des moments où des persos disent « Ah, les ancêtres, vous savez, ils sont parfois durs, mais au final, tout ce qu'ils font, c'est pour notre bien, on comprend pas trop leurs dessins, etc. » Donc, pareil, en fait, ça ressemble à ce qu'on dit sur Dieu, où on sait pas trop s'il est sadique ou si vraiment c'est pour nous rendre meilleurs ou quoi que ce soit. Donc, bon. Du coup, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent, qui ont l'air très grosses, où on se dit « Ah, quand même, ça fait beaucoup de coïncidences, etc. » Et en fait, c'est justifié par les ancêtres, donc je dis à la fois oui et non, parce que quand il y a ça, au bout d'un moment, pareil, moi, je commence à me dire, ok, si tout est permis, si tout est déterminé, si c'est les ancêtres qui ont écrit l'histoire, et que les ancêtres, c'est des gens gentils, que le principe, c'est de nous prouver, parce que ça se voit que c'est ce que l'auteur pense, que l'humanité doit vivre en accord avec la nature, et en accord avec ses ancêtres, et les traditions, et machin, enfin qu'on est dans un truc un peu bisounours comme ça paraît évident que si l'héroïne souffre, c'est pour la rendre meilleure, et la rendre plus forte, etc., donc à partir de là c'est pareil, les enjeux diminuent et moi ça me diminue mon attention sur l'histoire, etc. Je me dis de toute façon c'est bon, on sait très bien que les persos importants vont s'en sortir, on sait très bien que les persos secondaires vont crever parce que en plus de ce truc harmonie, nature, etc., on voit bien que l'auteur a envie de nous faire sentir c'est grave, c'est sérieux, il y a de la violence, il y a de l'irréparable, etc. Donc il y a une espèce de dualité à ce niveau où il y a une surenchère dans le gore, mais où à côté il y a des idées bisounours qui sont toujours là. Donc c'est assez particulier, c'est presque original. Pour quelqu'un qui partagerait cet état d'esprit, ça pourrait sûrement être vachement cool. J'ai un peu décroché, parce que, comme je vous ai dit, j'ai absolument rien contre le gore, mais le gore dans un univers bisounours, j'écoute plus. C'est pareil que si on m'avait dit, il se lançait des arcs-en-ciel, au bout d'un moment. Si le fait de voir du sang qui gicle partout, ça veut plus dire qu'il y a des morts, ça veut plus dire qu'il y a de l'enjeu, etc., on n'y fait plus attention non plus au bout d'un moment. Et c'est pareil, donc je vous disais, les morts, moi je veux bien qu'on puisse soigner les gens, mais comme on nous fait sentir que c'est très dur, qu'il faut être rapide, etc., on nous fait quand même sentir que ça va pas de soi. Donc le fait que ça marche tout le temps pour les persos importants, il y a un moment où je commençais à sentir ma crédulité baisser, et comme je vous disais, le coup des persos qui tombent d'une falaise, les persos qui tombent d'une falaise, ils y survivent presque toujours, dans les livres ou même dans les séries, dans les animés, partout. En fait, tomber d'une falaise dans une fiction, c'est rien. Vous êtes sûr que vous allez rester en vie. Il y a un moment où ça devient agaçant, parce qu'on sait très bien que si on voit pas les cadavres des gens, c'est qu'il y a une embrouille. Et quand on essaye de nous faire croire que les persos sont morts plusieurs fois, etc., moi je finis toujours par avoir l'impression qu'on me prend pour une conne. Et je déteste qu'on me prenne pour une conne, donc voilà. C'est pas que c'était pas crédible, mais c'est que c'était too much.
Moi, je me sens pas respectée quand on me fait des trucs comme ça. Mystère et découverte, il y en a énormément au début parce qu'on arrive dans un univers où on connaît rien. Et moi j'étais vraiment passionnée par le fait de dire tiens, tel et tel perso, quel totem ils vont avoir, comment ça va se passer avec leur totem et tout. Vous savez, voilà, moi j'adore les Pokémon et tout, donc l'idée d'avoir un animal qui nous suit et qui a potentiellement un petit côté surnaturel et tout avec nous. Bien sûr que je trouvais ça cool, donc ça j'ai bien aimé. Le démon, au départ, pareil, j'étais vachement hypée parce que je me disais quel pouvoir il va avoir, qu'est-ce qu'il va faire, quel est son but. Malheureusement, son but, comme je vous disais, on sait pas parce que ça a l'air d'être juste faire souffrir des gens, etc. S'amuser, quoi. S'amuser dans le mal. Donc ça vole pas très haut, ça casse pas des briques. Et puis bah voilà, avoir plus de pouvoir et prendre possession de nos comics et tout, mais bon, c'est la base, quoi. Donc pas de ouf intéressant. Donc au départ, on part d'un truc très très intriguant parce que c'est un univers qu'on connaît pas et tout. Mais finalement, bah voilà, les ancêtres, c'est exactement ce qu'on peut en attendre, ni plus ni moins. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont basiques et comme je vous disais, la répétition fait qu'au bout d'un moment, ça passe plus. Si le livre avait été plus court, ça serait peut-être passé mieux. Galen, encore une fois, tu n'appuies pas sur mes touches de clavier, on est bien d'accord. Tu mets pas de plus à ce livre, parce que moi je lui en mets pas. Alors l'écriture, voilà, on va pouvoir en parler. Alors je vous ai dit, dès le début, quand j'ai vu que c'était une auto-édition, je me suis dit, oh merde, est-ce qu'on va avoir affaire à... Ah oui, c'était Keldor, la succession, voilà. Alors je me suis dit, ça va être comme ça, putain, j'espère pas, si c'est ça, je pourrais pas le lire. Heureusement, bien sûr que non, c'était pas comme ça. C'était mieux qu'une fanfic, par exemple, de base, enfin, en tout cas dans la moyenne des fanfics que je lis. Bon, il y en a des très bonnes, hein, mais il y en a certaines que je lis qui ont des très bonnes histoires, mais qui sont de fait mal écrites. Là, c'était quand même écrit d'une manière potable, mais il y a quand même beaucoup de défauts quand c'est de l'auto-édition. Il manquait des mots, j'ai remarqué qu'il manquait beaucoup de « donc voilà, je pense qu'on devrait toujours se faire relire par d'autres gens, parce que nos propres tics, on peut ne pas les remarquer en fait. Parce que si c'est une faute qu'on fait quotidiennement, on la voit pas même quand on se relit. Donc voilà, beaucoup de qui sautent. Et il y a des A aussi qui sautent. Il y a des petits mots, en fait, des mots courts, des mots de liaison, etc. qui sautent assez régulièrement. Heureusement, il n'y a pas de pas, parce que je sais que mon frère, il a le tic d'oublier des pas. Donc ça fait qu'il dit le contraire de ce qu'il a envie de dire. Et là, ça aurait pu être dérangeant. Non, il n'y avait pas ça. Il y a aussi des lettres qui sautent, genre dans le nom du frère qui s'appelle Anska, je crois. Bah, il y a un moment, il n'y avait pas de N, donc c'était Aska. Voilà, il y a des lettres qui sautent, des mots qui sautent. Et des fautes de conjugaison, des fautes de français, enfin des fautes un peu moches de temps en temps. Par exemple, une phrase du style il courait tandis qu'ils le frappèrent. Alors non, c'est le contraire en fait. Enfin, en général, c'est le passé simple dans la phrase principale et de l'imparfait après le tandis que. Quand on met tandis que, c'est le truc le plus lent qui est dans le tandis que. Il y a des phrases comme ça où quand je les lisais, je me disais mais il y a quelque chose qui me dérange. Et si je m'arrête et que j'y réfléchis, je fais ah oui c'est ça. Mais sinon quand on est en train de lire avec un serre-flèche bas d'une traite, bah on passe. Mais des fois ça peut nous faire un peu tiquer, quoi, nous faire se dire bon, il y a un problème. Encore une fois, moi j'ai beaucoup l'habitude de lire des fanfics, donc j'ai beaucoup l'habitude de lire des textes qui sont pas parfaits et de passer outre du moment que l'histoire est intéressante, etc. Donc s'il y avait eu que ça aurait pu ne pas être un problème. Mais voilà, je me dis, bon, à la fin du livre, l'autrice remercie ses bêta-lecteurs, il y a l'air d'en avoir au moins 5 ou 6. Comment t'as pu avoir des bêta-lecteurs qui ont laissé passer tous ces trucs-là Au bout d'un moment, il faut trouver des gens qui savent vraiment écrire. C'est chelou quand même. Donc est-ce qu'il y avait encore beaucoup plus de fautes, etc. Je sais pas, mais bon, ça fait chier, quoi. Malheureusement, je sais qu'on fait comme on peut avec l'auto-édition, mais voilà, il y a quand même pas mal de petits soucis. Alors après, voilà, c'est des petits soucis. Comme je vous dis, c'est complètement lisible. Si jamais le pitch vous tente et que vous y allez, je vous le déconseille pas complètement. Et comme je vous dis, les problèmes sont mineurs, mais voilà, l'écriture... moyenne. Après, comme je vous disais, l'écriture est assez bonne sur le rythme, vraiment, la manière dont les actions s'enchaînent, les chapitres s'enchaînent, le choix des scènes qui est montré est très bon. D'un point de vue cinématographique, etc., c'est bien. Mais par contre, c'est pareil, pour décrire les scènes d'action, comme je vous disais, il y a des imparfaits et des passés simples qui sont pas au bon endroit. Donc des fois, ça contribue à ce que les scènes soient un peu confuses ou qu'elles donnent l'impression de pas être intéressantes, alors que c'est pas ça, c'est juste que voilà, les fautes de temps, ça donne des fautes de rythme dans ce que j'imagine, en tout cas moi. Bah, ça contribue à ce que des scènes, on se dise qu'elles ont pas l'air importantes, parce qu'il y a trop d'imparfaits par exemple, et pas assez de passés simples justement. Des fois, il y a des présents aussi qui débarquent dans des endroits qui n'ont rien à faire, parce que de toute façon, l'histoire est au passé, donc je sais pas, de temps en temps, j'ai vu passer des verbes au présent, je me suis dit, il y a un souci. Mais du coup, j'ai trouvé que les scènes d'action étaient pas super bien décrites, et c'est embêtant parce que au bout d'un moment, il y a quasiment plus que ça. Et ce qui est bien fait, c'est les descriptions quand il y en a. Comme je vous disais, le rythme et les scènes qui sont montrées. Globalement, l'écriture est plutôt bonne. Elle est au-dessus de la moyenne, hein. Je lui mettrais peut-être un 6 ou 6,5 ou quelque chose comme ça, l'écriture en elle-même. Mais dans les scènes d'action, il y a des
il y a des choses qui sont un peu pas ouf ou maladroites ou quoi. Au bout d'un moment, c'est ce qui se passait réellement qui posait problème. Poésie et contemplation, il y en a assez peu. On peut peut-être en voir, comme je vous disais, dans le côté totem, nature, harmonie, ancêtre, voilà tout ça. Mais bon, c'est pas écrit d'une manière poétique, clairement pas. C'est une écriture très basique, très en mode machin va là-bas, machin fait ça, etc. Bah, à la limite, moi je pense que c'est mieux de faire quelque chose de basique mais bien fait, plutôt que de vouloir trop en faire et de faire quelque chose qui sonne faux. Donc voilà, l'écriture, j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai trouvé qu'elle était bonne dans ce qu'elle faisait, mais elle a pas essayé de faire de la poésie et de la contemplation. Suspense et action, bah, comme je vous disais, il y en a. Mais malheureusement, moi, voilà. Quand on répète trop les mêmes actions, elles finissent par perdre de l'importance, etc. quand on les regarde. C'est vraiment ça. Si une fois une personne essaye de vous tuer, vous allez être hyper choqué et tout, mais si ça commence à arriver tous les jours, bah, au bout d'un moment, c'est la routine. Donc c'est plus très intéressant et c'est plus la peine de le décrire tout le temps. Donc c'est que, oui, il y a du suspense et de l'action, mais au bout d'un moment, il fallait plus varier les actions. Parce que justement, il y avait plus de suspense, à force qu'il se passe toujours la même chose, puis à la fin, ça devient assez prévisible. Alors même si la fin n'est pas exactement celle auquel on pouvait s'attendre, il y a des imprévus, mais on arrive juste là où on pensait par un autre chemin. Dialogue, il paraît qu'apparemment elle a été aidée justement par un de ses bêta-lecteurs qui a rendu les dialogues meilleurs. J'ai trouvé que les dialogues étaient pas mal. Ils étaient pas mal, mais ils étaient basiques en fait. Ils ont pas de défauts, c'est ça que je veux dire. Mais ils ont pas non plus vraiment de qualité à ma connaissance. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de différence, encore une fois, entre les adultes et les enfants. Si, une chose qui est bien dans les dialogues, c'est que il y a une langue des démons. Donc parle... Comment il s'appelle déjà Yohanze, je crois, le Wendigo. Nokomis parle cette langue. Donc Yohanze va lui dire c'est parce que toi aussi t'es un démon et que t'es destiné à me rejoindre et que t'es comme moi, etc. On peut le croire ou ne pas le croire, mais c'est ce qu'il dit. Du coup, je trouve ça stylé qu'il y ait une langue propre aux démons, à leur famille, etc. Et où on va comprendre plus tard pourquoi ils ont une langue, qui est concerné par cette langue, etc. Apparemment, elle s'est inspirée, je sais plus, elle s'est inspirée d'une langue qui existe, une langue africaine, je crois. Mais c'est quelqu'un qui a dû lui suggérer ça ou quoi, mais c'est une bonne idée, c'est bien fait, c'est bien dosé, ça fait des petits trucs stylés, sans que pour autant on ait l'impression de pas comprendre, et on a bien l'impression d'étrangeté, ou quand les gens entendent parler cette langue, ils se disent justement, oh là là, elle est possédée et tout. Donc ça, c'était stylé, ce genre de petits trucs bien sympas. Par contre, sinon, la langue de base, c'est la langue commune, et toutes les tribus parlent la même langue, alors qu'ils ont pas l'air de se connaître, un peu étrange. Et puis comme je vous disais, les persos parlent à peu près tous pareil. Donc ça c'est moins bien, mais c'est pas forcément grave en soi, encore une fois. C'est un bonus qui aurait pu être là et qui y est pas, mais c'est pas un truc qui diminue la qualité. Crédibilité et réalisme, je vous dis bof, mais ça passait. Originalité côté marquant, il y a que la langue. Note globale du coup, je suis à 5. Et je vous dis, je suis démarrée à 7. Au départ, vraiment, je me disais oh là là, c'est super bien, le rythme qui avance vite, l'univers qui est original. Voilà, je me disais, dis donc, c'est quelqu'un qui doit être jeune, et si c'est son premier livre, etc., dis donc, ça veut dire qu'elle a vraiment un univers riche, etc. Elle a trouvé sa propre manière d'écrire, vraiment, justement, qui est une écriture de jeune, de ce qu'on aime lire aussi quand on est jeune, justement, quelque chose qui va très vite et qui va à l'essentiel. Et je me disais, voilà, stylé, c'est quelque chose... Peut-être que les éditeurs en ont pas voulu parce que ils se sont dit justement c'est trop basique, ça n'a rien de spécial, mais ça fait le taf quand même. Et en fait, comme je vous dis, plus l'histoire avançait, quand ça commençait à être toujours pareil, avec des scènes de violence où je commençais à plus écouter parce que je me disais bon c'est bon, encore une fois, on sait très bien qu'elle va essayer de la tuer, on sait très bien qu'elle va pas y arriver, on sait très bien qu'elle va reprendre le contrôle d'elle-même au bout d'un moment, on sait très bien qu'elle va arriver à reprendre le contrôle, soit grâce à son totem, soit grâce à son amoureuse, soit grâce à la nouvelle meilleure amie qui a des pouvoirs qui sont liés aux anciens. Au bout d'un moment, merde quoi. Donc ça, je suis descendue à 6. Comme je vous dis, vers la fin, je me suis vraiment rendu compte que dans des moments, genre les combats finaux, la manière dont ça se résout, justement, les choses à la fin, j'écoutais presque plus. Et je me disais, voilà, il va se passer ça, voilà, il va se passer ça. Et je sentais que dans ma tête, j'étais vraiment en train de faire les conclusions et de refermer le livre. Tu veux même pas savoir la fin, t'as même pas besoin de la lire. Et je me suis rendu compte que j'avais pas envie de lire le tome suivant, parce que c'est un tome 1, et ça ne m'intéresse pas, en fait, non. J'avais envie que ça s'arrête. Quand ça s'est arrêté, je me suis dit, voilà. Du coup, je me suis dit, je vais descendre d'un point de plus, parce que si on était sur un 6, j'aurais envie de continuer. Et pour le coup, même le livre que je vous disais avec la mythologie africaine, là, je me rappelle plus du titre, 200 et de rage, je crois, j'avais envie de lire le tome suivant, potentiellement, parce qu'il y avait encore le côté où je veux voir où ça va. Alors que là...
non, là ça m'intéresse plus. On voit où ça va. Au milieu, on voit la grande quête, parce que au départ, je me disais, mais là, on a une possession. La possession, je vous dis pas comment, mais l'histoire de la possession, ça va se régler dans ce tome. De toute façon, ça se voyait vu que c'était le titre du livre, etc. Donc je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer après ? Mais en fait, au milieu du livre, comme je vous disais, on apprend qu'il y a une prophétie par rapport à elle. On sait qu'elle a aussi un démon intérieur qui lui est propre. On sait qu'elle fait partie d'une famille qui a été maudite il y a des générations. Qu'il y a, je pense que je peux tout de suite vous le dire, parce que voilà, c'est une espèce de grande histoire autour de l'histoire qu'on a dans ce tome-là. Il y a donc un espèce de... Le premier, justement, des Wendigo, donc un espèce de démon, mais beaucoup plus ancien que celui qui l'emmerde, qui veut... elle en sacrifice, qui voulait en gros la première fille de leur lignée en sacrifice, et apparemment avant il y avait eu que des fils, et du coup c'est elle, donc techniquement elle est supposée être destinée à être sacrifiée pour ce démon-là. Évidemment ça va pas lui plaire, et donc j'imagine que cette histoire va être un début de power-up pour elle, pour qu'elle puisse faire face au final au démon originel. Je sais pas en combien de tomes c'est supposé arriver, mais j'ai pas du tout le courage de revoir si c'est des trucs encore répétitifs, un nouveau démon, des nouvelles... Je sais pas s'il y aura des possessions, peut-être pas. Peut-être qu'il y aura d'autres pouvoirs, tout ça, mais j'ai plus envie, donc on est sur un 5. Malgré tout, je vous le déconseille pas forcément. Si le pitch vous a tenté dans ce que je vous ai dit, vous pouvez toujours le tenter, parce que de toute façon, un 5 pour moi c'est neutre. Ça veut dire que je me prononce pas, c'était ni bien ni mal, etc. Maintenant, voilà, pour moi le livre il était vraiment avec un univers cool, une histoire... L'idée de l'histoire est super cool, mais j'aime pas la manière dont c'est fait. Ça traîne au mauvais endroit, et... c'est trop répétitif, voilà. Donc, à retravailler, mais il y a quelque chose à faire avec ça. Si quelqu'un me disait, par exemple, que la suite devenait meilleure, que l'auteur s'était amélioré, qu'elle était devenue, je sais pas, plus mature, etc., et qu'elle avait perdu ses problèmes de répétition, de scènes où c'est toujours la même chose, je le lirais peut-être. Mais si ça reste comme ça, j'arrête. Et sur ce, je vais vous spoiler. Alors, le totem, je me suis empêchée de vous dire ce que c'était au cas où vous ayez envie de l'apprendre par vous-même, c'est un lynx noir. Alors, je ne pense pas que les lynx ronronnent, je le dis pour des soucis de cohérence, hein. Moi j'ai cru comprendre, après vous me corrigerez si vous en savez plus, je me suis dit que j'allais voir, et puis en fait je l'ai pas fait, comme souvent. Mais il m'avait semblé comprendre que les chats étaient les seuls félins qui ronronnaient en étant adultes, que c'était une de leurs originalités justement, et donc que les lynx, je ne pense pas qu'ils ronronnent. Après, je crois que sur Wikipédia, j'ai regardé il y a longtemps, et qui disait genre qu'ils savaient pas si les tigres ronronnaient. Je trouve ça étrange que en 2021 on ne sache pas si les tigres ronronnent. En tout cas, les lynx, je ne pense pas, mais je vais pas descendre une autrice parce qu'elle a fait ronronner ses lynx. Je pense que voilà, c'est pareil, moi dans Pokémon, je vais faire ronronner des Pokémon où on sait pas trop si pareil, ils étaient inspirés d'une panthère ou quoi, ils étaient pas supposés ronronner. Je pense que ça m'est arrivé de le faire, ça arrive à plein de gens. C'est des animaux surnaturels, donc si on a envie qu'un lynx... qui était... Parce que oui, pour se faire un totem, il faut tuer un animal, et ensuite le ressusciter via un rituel où on lui met une pierre à la place du cœur, et on lui forge son masque, etc., pour lui mettre avec les tatouages de notre famille, etc. Vu que c'est un animal surnaturel, pas grave, il peut ronronner, c'est pas rédhibitoire. Animal à la fois classe et mignon, qui a un rôle très souvent de doudou, mais de temps en temps qui peut aussi être utile en combat. La meilleure amie barblique amoureuse, qui s'appelle Ayana, elle a un renard, qui lui est plus un totem gentil, qui met une bonne ambiance. Je crois pas qu'il soit utile vraiment en combat. En combat, à chaque fois qu'il essaye d'intervenir, il se fait défoncer. En même temps, les renards, c'est pas super fort non plus. Voilà, ensuite la fille albinos a une chouette blanche, comme Edwige. Elle sert pas non plus à grand chose, mais ça peut être utile d'avoir un animal qui vole. Ils s'en servent pas énormément, mais pour faire du repérage et tout, ça peut servir. Ça, c'était pour les totems. Ensuite, je vous disais, le Wendigo, il a pas une personnalité très intéressante, il veut juste défoncer des gens, etc. Dès le début, il incite Nokomis en lui disant venge-toi des gens qui t'ont fait du mal, vas-y, laisse ta colère l'emporter, défoule-toi, fais-toi plaisir, tue-les. Voilà, il est tout le temps en train de vouloir la rendre sadique. Elle, petit à petit, elle va le devenir parce que il va la faire souffrir. D'abord, elle se fait virer de son village. Ensuite, elle se fait virer du village d'origine de Ayana parce que là-bas, il y a des complots aussi qui font que un mec qui est aussi possédé par un démon se sert d'elle pour la faire tuer quelqu'un.
Et ensuite, du coup, elle est accusée, les gens veulent l'exécuter, etc. Et donc, quand elle est sur le point de mourir, elle va laisser le démon prendre possession de son corps et le démon va massacrer tout le monde. Jusqu'ici, moi, j'y croyais et je trouvais ça intéressant, je trouvais que c'était une bonne idée, c'était bien trouvé. Et je comprenais que ça la fasse bader. Après, déjà, j'ai commencé à moins suivre parce que quand ils s'en vont de ce village, comme ça, de but en blanc, il y a un moment, une espèce de masse sombre qui est l'autre moitié de l'âme du démon qui prend possession de son frère. Et là, on nous dit, je vous disais que son âme est totalement annihilée. Et donc, son frère essaye de tuer Ayana, donc sous le contrôle du Wendigo. Et donc, elle a le choix entre laisser mourir Ayana ou tuer son frère. Évidemment, elle tue son frère qui était un frère adoptif, comme je vous disais, c'était pas son frère de sang. Donc, elle tue son frère au premier tiers du bouquin. Et après, on va pas tant que ça nous en reparler. Les deux filles vont rester en mode on se rapproche, on est amoureuses, on a nos premières relations sexuelles et tout ça. J'ai trouvé que c'était un peu vite expédié, en fait, parce que c'était vraiment le proche du héros, le perso un peu meilleur ami type, etc. Bon, même si c'était un frère adoptif. Mais c'était le sidekick du héros au début. Et le fait de le buter, à la fois, c'est osé, on peut se dire que c'est stylé, mais il est mort comme une merde dès le début. Et après, on nous en parle pas plus que ça. Et Nokomis, après, elle a d'autres chats à fouetter dans le sens où son démon essaye de la faire tuer son amoureuse, et donc elle essaye de résister à ça. Et elle a déjà du boulot. Mais j'ai l'impression qu'on nous en parle pas tant que ça du fait qu'elle a tué son frère, alors que je me dis qu'elle aurait quand même dû être beaucoup plus traumatisée que ça par cette scène. Et donc après, comme je vous disais, on va partir dans un truc extrêmement redondant, où il y a un moment où ça va mieux, où les deux se rapprochent, elles se déclarent leur amour et machin. Avant que ça aille mieux, il y a un moment aussi que j'ai éventuellement bien aimé, mais encore une fois, j'aurais bien aimé de plus savoir pourquoi. On rencontre donc une tribu de méchants, comme je vous disais, qui ont tous les yeux rouges, qui font des rituels maléfiques, etc. Bon, quand on fait des choses maléfiques, on a les yeux rouges, hein. Et donc ils sont dirigés par une chamane maléfique, encore une fois. On ne sait pas pourquoi elle est méchante et tout, mais sadique. Donc il y a les mecs qui vont violer Ayana dans un coin, pendant que la chamane va essayer aussi de se taper Nokomis dans son coin. Nokomis qui va faire semblant d'être consentante pour la tuer. Voilà, ça c'est des choses... vous pouvez toujours essayer, hein, mais je pense que la plupart des psychopathes sont préparés à ce genre d'idée, donc j'étais un peu perplexe à l'idée que ça marche. Mais bon, passons. Ensuite, donc Nokomis défonce tous les guerriers, libère Ayana, et après il y a un moment où Ayana va pas bien, elle est malade, Nokomis la soigne en utilisant les pouvoirs de son démon. Jusqu'ici, ça pouvait encore aller, comme je vous disais, je trouvais qu'il y avait des événements traumatisants où on passait trop vite dessus. Pareil, là, les viols et tout, bon, c'est passé un peu vite, mais c'était quand même encore intéressant. Ensuite, ils vont donc rencontrer la fille albinos avec son père et un vieux qui vont les héberger pendant un moment où ils vont pouvoir aller mieux. Et donc, un moment de pause, avant qu'ils partent sur la fameuse montagne des anciens. La fille... qui s'appelle Shilali, veut partir avec eux sur la montagne des anciens pour parcourir le monde, etc. Son père ne veut pas trop, il finit par céder. Là, il y a les méchants de la tribu aux yeux rouges qui arrivent, et non, ils tuent pas le vieux. Non, ils tuent que le père. Et encore une fois, je trouve que c'est bien facile, parce que du coup, Shilali, elle a plus d'attache, elle peut partir, c'est bon. La personne qui était pas super motivée pour qu'elle parte décède. Bon, il avait quand même accepté au final, mais... C'était un perso secondaire, de toute façon on allait le quitter, on le tue, histoire de montrer, voilà, les méchants sont méchants, etc. Nokomis, évidemment, quand elle bute les guerriers aux yeux rouges, elle perd un peu le contrôle, et quand elle se revient à elle, elle a peur que ce soit elle qui ait tué le père, etc. Bon, ils partent quand même tous ensemble, le voyage dans la montagne, ça allait encore. Dans la montagne avec ses ancêtres, elle apprend qu'il va falloir qu'elle aille dans le village d'origine donc du Wendigo, quand il était encore humain, parce que c'est là-bas qu'ils connaissent, qu'ils doivent lui donner un objet sacré qui permettra de buter le démon, qui garde depuis des générations, depuis que le démon a été créé. Donc elle repart pour aller là-bas, et c'est sur le chemin de là-bas qu'il va encore y avoir des possessions, elle faillit tuer Ayana, Shilali intervient, on se rend compte que Shilali est possédée entre guillemets par les ancêtres, qui du coup lui donnent du pouvoir. Le totem aussi de Nokomis a le pouvoir des ancêtres, on sait pas ni comment ni pourquoi, mais bon, c'est les ancêtres, comme je vous disais, c'est un Deus Ex Machina permanent, ça. Donc ils font des flammes bleues, parce que voilà, le bleu c'est la couleur du bien, pour à chaque fois virer le démon de son corps, et ça marche, mais ça marche toujours in extremis. Donc là, ça commençait déjà à devenir un peu long à ce niveau. Bon, c'était toujours pareil, et je me disais, ouais, bof. Et quand ils arrivent au village, là, ça devient un festival. Il y a un chaman qui s'appelle Ota qui va les prendre en apprentissage, Shilali et Nokomis, pour leur
les aider à maîtriser chacun leur pouvoir, parce qu'ils voient que les deux sont liés, qu'il y en a une qui est liée aux anciens, l'autre qui est liée aux démons, et que les deux vont pouvoir se relier ensemble pour que le pouvoir des anciens puisse combattre le démon à la source, donc pour que Shillali transfère vraiment sa force à Nokomis pour lutter contre le démon et machin. Et donc là, les deux vont commencer à faire des entraînements ensemble, et des entraînements dans lesquels elles faillissent s'entretuer au quotidien. Le chaman en a rien à foutre. Les gens dans le village sont un peu choqués, mais ils se disent, bon bah si le chaman fait comme si tout était normal, ça doit être que tout est normal. Et tu vois, là, quand on nous décrit ça, voilà, je te tutoie encore une fois, excuse-moi, hein, je me permets. Je me disais, bon, l'auteur se rend un petit peu compte que c'est pas foufou, en fait, voilà, les filles qui se défoncent, qui se recouvrent de flammes bleues et vertes, qui s'ouvrent le ventre, qui se balancent dans une étagère, qui ont le corps parcouru par des esquilles de bois, et une qui poignarde l'autre dans le cœur avec une esquille de bois, mais elle survit quand même, et ses blessures démoniaques qui se réouvrent, et il y a du liquide noir qui coule, etc. Enfin, ouais, tout ça, puis le chaman qui est là en train de regarder comme s'il était en train de regarder un film, et les habitants qui se disent, oh bah si le chaman est calme, ça doit pas être si grave que ça, mais bon, quand même, c'est des étrangers, hein, ils ont pas l'air. Est-ce qu'on devrait vraiment les accueillir et tout? Je commençais à me dire, ouh là 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 là, et bon, là, ça commence à être quasiment un jour sur deux, les deux s'entretuent, une fois c'est une qui gagne, une fois c'est l'autre qui gagne. Nokomis est possédée par son démon, elle essaye de tuer Ayana, c'est Shillali qui la sauve, ensuite c'est Shillali qui est possédée par le démon, elle essaye de tuer Ayana, c'est Nokomis qui la sauve, et le totem est blessé, et il faut réparer le totem, donc il faut que les deux lient leur pouvoir pour réparer le totem. Et à chaque fois que quelqu'un est blessé, il faut que Nokomis utilise son pouvoir pour le réparer, parce que y a que le pouvoir démoniaque qui peut réparer les gens qui ont été hachés menus, comme je vous disais. Du coup, à chaque fois qu'elle l'utilise, elle donne de plus en plus de pouvoir à son démon, sa blessure augmente, ses tatouages augmentent, tout ça, donc le truc se rapproche, et l'échéance se rapproche où elle va de plus en plus être obligée de hâter le rituel pour le bannir, avec l'objet sacré, etc. Objet sacré qui n'existe plus, j'ai oublié de vous le préciser, parce que l'ancêtre apparemment le grand-père, je crois, du chaman en question, du fameux Ota, a décidé de s'en débarrasser parce qu'il pensait que ça attirait le malheur sur son village, et du coup, ils vont devoir en reconstruire un, et pour le construire, il faut qu'ils soient ensemble, en harmonie avec eux-mêmes, avec les ancêtres, leurs totems et machin, donc il faut qu'ils arrivent à un accord entre eux, et comme ils se défoncent quotidiennement, voilà, comme je vous disais, il faut sans arrêt qu'ils se réparent, sachant que la réparation leur coûte. Ça commençait à devenir très répétitif, là, comme je vous dis, on lui découpe un bras, on lui découpe une jambe, on lui découpe le cœur, on lui découpe le ventre, on blesse son totem. Tout le temps une problématique de il faut réparer un tel, et après on les voit qui se reblessent, parce qu'à chaque fois que tu répares quelqu'un, ça rapproche le démon, et du coup il reprend le contrôle, etc. On était dans un espèce de cercle de répétition, ça devenait chiant. Heureusement, au bout d'un moment, on arrive quand même à une avancée. Il y a Nokomis qui se dit qu'il faut qu'elle aille fouiller l'esprit de son démon pour savoir comment travailler la pierre pour fabriquer la fameuse dague qui sert à tuer le démon, parce que dans le village, ils savent pas, et elle casse les pierres systématiquement quand elle veut les travailler. Elle se dit, lui, il le sait, mais donc il faut qu'elle fouille en lui. Du coup, elle se sert de sa nouvelle maîtrise acquise grâce à son maître... qui est entre le stoïcisme et le j'en ai rien à foutre, c'est difficile de statuer, qui donc lui a appris à être plus calme, etc. Donc elle fouille dans l'esprit de Yohanze, et à ce moment-là, elle apprend que effectivement il savait travailler cette pierre, et donc c'est là qu'elle va apprendre des trucs sur ses ancêtres, le fait que sa famille était maudite, et que le premier enfant féminin, etc., serait condamné au sacrifice, etc. Enfin, c'est là qu'elle va avoir plein de révélations sur ce qui sera globalement, j'imagine, la grande histoire dans laquelle sera englobée celle-ci. Donc pourquoi pas. Évidemment, Yohanze n'apprécie pas, et du coup, il reprend le contrôle d'elle, il redéfonce ses amis. Elle se dit que ça peut plus durer, qu'il faut accélérer le rituel, parce que Yohanze a pris son contrôle, et il a essayé de coucher avec Ayana en la contrôlant. Ayana s'en est rendu compte, du coup elles se sont tapées dessus, Nokomis a blessé Ayana, Nokomis en revenant à elle s'est dit ça ne peut plus durer, je fais du mal à la personne que j'aime le plus, donc je dois faire le rituel maintenant, même si normalement il fallait attendre la pleine lune pour que ça marche, parce que la pleine lune c'est les énergies positives, etc., et que du coup si on le fait avant, il risque de gagner, et on s'en fout, on y va tout de suite. Donc on savait encore une fois très bien que ça allait mal se terminer, du coup évidemment elle arrive pas à le tuer, il prend possession d'elle, elle défonce Ayana et Shillali. Shillali, elle lui balance un poignard dans le cœur, elle est en mode haha, je l'ai one shot, enfin je dis elle, mais c'est le Wendigo qui la possède. Ayana, elle l'a fait tomber d'une falaise, donc voilà, ne faites jamais tomber les gens d'une falaise si vous voulez les tuer, si vous êtes dans une fiction, ça ne marche pas. Voilà, ensuite il s'en va en mode je les ai tués, et Nokomis se recroqueville à l'intérieur d'elle-même, et elle lui laisse le contrôle parce qu'elle est en mode catastrophée, genre c'est moi qui ai tué mes proches, j'aurais dû mieux résister, j'aurais dû mieux me débrouiller, c'est de ma faute s'ils sont morts, donc voilà, j'ai plus personne, je suis une grosse merde. Donc lui, il se dit, maintenant que j'ai le contrôle, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller venger
tous les gens qui m'ont fait chier pendant la vie de Nokomis. Donc je vais retourner au village du loup, le village d'origine de Ayana, où je vous disais qu'elle s'était fait virée au début et un peu maltraitée par la population, qui ont voulu la tuer, etc., en l'accusant d'un crime pour laquelle elle n'était pas vraiment responsable. Enfin, elle l'avait commis physiquement, mais elle était possédée par leur chaman à eux, donc c'était pas très cool de leur part, mais bon, ils pouvaient pas trop savoir en même temps, etc. Bon bref, elle va là-bas pour les massacrer. Non, je crois qu'avant, elle passe chez les yeux rouges, et elle fait un beau massacre chez les yeux rouges. Pas de soucis, pas de remords, parce que c'était des méchants, donc elle les tue. C'est bon, on nous dit à quel point elle aime ça, etc. Voilà, elle a complètement perdu sa personnalité d'origine, elle est devenue une démone, machin. Ensuite, donc elle va chez les loups, elle commence à tuer des guerriers, etc. Alors les guerriers, c'est pas grave, hein. C'est un peu bizarre comme manière de voir ce monde. Les persos importants, comme je vous disais, ils se font défoncer en long, en large et en travers, ils survivent à tout, et on nous fait un drama à chaque fois qu'ils ont une petite coupure. Par contre, les guerriers, ils arrivent, ils se font buter à la pelle, et on en a rien à foutre. Et après, quand les persos importants vont arriver, là, on va nous faire un truc qui va durer plusieurs chapitres entiers, avec, voilà, elle lui met un coup, il esquive, ensuite, enfin voilà, un truc très sophistiqué, où, pareil, hein, ils vont se faire blesser, mais finalement survivre, mais finalement ceci, etc. Alors que les guerriers du village, on les a cassés comme on défoncerait une porte pour rentrer chez quelqu'un, quoi. C'est boum, 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 ils étaient tous morts. Là-bas, il y avait une fille qui s'appelait Sora, dont je vous ai pas parlé au début, qui était la sœur, je crois, d'Ayana, et qui avait voulu les aider et partir avec eux, mais sa famille n'avait pas voulu, et au final elle avait pas pu parce qu'elle avait pas encore son totem, et que on va dire les mineurs, mais les gens qui n'ont pas encore de totem, ils ont pas le droit de partir en voyage, donc ils ont pas voulu la laisser partir, etc. Nokomis arrive à négocier avec Yohanze, donc pour avoir le contrôle, il lui dit bah vas-y, venge-toi toi-même si tu veux, comme il voit qu'elle est dans un état d'esprit de haine, il se dit bah c'est bon, tu peux y aller, mais Nokomis appelle Sora en disant que si on lui donne pas Sora, elle va massacrer tout le monde, mais si on lui donne Sora, elle part juste avec Sora. Bon, Yohanze n'est pas super motivé par ce plan. Au début, il la laisse faire. Ensuite, comme ça commence à partir, encore une fois, un truc qui tourne en rond et qui dure des plombs alors que c'est pas nécessaire, où le père est là, genre non, je te laisserai jamais toucher ma fille, et Sora est là, non, mais moi j'y vais, je fais confiance à Nokomis. Et l'autre lui dit, mais tu peux pas lui faire confiance, elle vient de tuer je sais pas combien d'hommes à nous. Elle est là, si, je la connais et tout, elle me ferait pas de mal. Et je dis, non, mais attends. Tu vois bien qu'elle est plus comme avant, qu'elle est possédée par son démon et tout, d'où tu la connais. Enfin, vraiment, là, j'avais une grosse déconnexion où j'arrivais plus à croire à ce qui se passait dans le livre et tout. Voilà, hein, vraiment, quand quelqu'un se met à tuer tout le monde et tout ça, enfin... Il n'y a pas de je la connais, en fait. En tout cas, elle veut partir avec elle, et quand elle arrive devant elle, et que quand même Nokomis lui pose son couteau sous la gorge, etc., là, elle commence un peu à se demander si elle a eu raison. C'est maintenant qu'il pense, meuf, bon, voilà... le père veut la sauver, je crois que Nokomis l'envoie au tapis, mais encore une fois, c'est déjà un truc où les persos se font balancer à droite, à gauche, se prennent un coup de couteau sur lèvres, reviennent et se refont balancer. Ça dure des plombes, je crois pas que le père meure, mais encore une fois, il s'est fait démonter la gueule. Il survivait, parce que alors que les guerriers, je vous ai dit, ils ont tous été one-shot. Bon, c'était un peu énervant, un peu, encore une fois, moi, ma crédibilité était complètement partie à ce moment-là. Yohanze reprend le contrôle parce que ça lui plaît pas trop que Nokomis essaye de garder Sora en vie, il se demande ce qu'elle veut faire avec, il se dit qu'il a besoin de personne. Finalement, il prend possession de Sora, parce que je crois que, ouais, c'est ça. Il blesse Sora, quand il reprend le contrôle de Nokomis, il blesse Sora. Du coup, il se dit, bah, c'est bien, je vais pouvoir prendre le contrôle de son corps, comme ça sera une marionnette, et ça nous sera utile pour tuer Ayana, vu que Nokomis n'aurait pas pu le faire elle-même, et pour tuer Shilali, puisque Shilali, avec le pouvoir des anciens et tout, sinon elle aurait peut-être pu résister, mais comme là, on aura une marionnette, ça sera plus simple. Là, je dis ça, j'anticipe, parce que du coup, lui, il pense qu'elles sont mortes. Mais du coup, ça c'est pareil, est-ce que c'est une incohérence ou pas, ou est-ce que c'est Yohanze qui est complaisant avec lui-même? Parce que plus tard, quand il va les revoir, il va se dire finalement, j'ai accepté le plan de Nokomis, parce qu'en fait, je me suis dit que c'est vrai que c'était quand même plus pratique pour buter ces gens-là, d'avoir une marionnette. Bon, en tout cas, du coup, il s'en va avec Sora, enfin, il et elle. Voilà, Yel, pour le coup, puisque c'est une entité, enfin, un démon mâle dans une fille, et qu'ils alternent le contrôle, etc. Yel s'en va avec Sora, qui est sous son contrôle, retourne dans son village d'origine, et là-bas se rend compte qu'il y a Ayana et Shilali qui ont survécu, donc on a le droit au petit commentaire, genre mais vous voulez pas crever à la fin. Bah, encore une fois, démon, si t'étais un méchant crédible, tu t'en serais assuré. Ça fait depuis le début du livre que t'essayes de les tuer, t'y arrives jamais. Encore une fois, ça descend énormément la crédibilité du méchant. Moi, c'est pareil, hein. Au bout d'un moment, Yohanze, je le voyais plus comme une espèce de Team Rocket que comme un truc qui craignait réellement, parce que le gars, il essaye de faire ça depuis le début et ça marche jamais. Voilà, et là, il y a un combat. Les deux se disent qu'elles sont prêtes à le tuer. Je crois que Ayana se dit qu'elle va le faire elle-même, parce que bon, voilà, quand elle l'aime...
autant la tuer. Parce qu'avant, il y avait un truc où elle disait non, je pourrais pas te tuer, pourquoi tu me l'as pas dit, etc. Et c'était... Nokomis avait demandé à Shillali de la tuer si jamais Yohanzé prenait le contrôle. Et finalement, Ayana, elle se dit que par amour, elle doit le faire elle-même, etc. Elle le fait, mais grâce au pouvoir de guérison qu'elles ont développé entre elles, parce que comme je vous ai dit, Shillali et Nokomis s'amusaient, entre guillemets, enfin, c'est pour ça qu'elles se sont foutues sur la gueule avec Ota pendant une partie du livre qui était beaucoup trop longue. Elles ont appris à partager leur pouvoir. Du coup, Shillali a appris à guérir à travers Nokomis, donc elle va... Nokomis pouvait guérir les gens grâce à son énergie démoniaque. Une personne normale n'ayant pas d'énergie démoniaque, elle pourrait pas normalement guérir les gens. Mais Shillali a appris à le faire grâce au fait qu'elle était en fusion mentale avec Nokomis. Mais quand elle le fait, du coup, ça lui coûte son énergie vitale à elle. Et donc, elle se fout mal physiquement en guérissant Nokomis. Mais elle arrive quand même évidemment à guérir Nokomis alors que Yohanzé a été tué par le poignard. Donc Nokomis se réveille, Shillali est capoute mais encore en vie. Et tout est bien qui finit bien dans le meilleur des mondes. À part qu'il y a encore un grand méchant qu'on connaît pas. Et à la suite de l'aventure au prochain épisode, sans moi. Donc voilà, je vous ai dit, il y a un moment, vraiment au moment du village et tout, où ça commençait, enfin du village de Ota, où ça commençait à tourner en rond. Je me disais, on sait très bien comment ça va se terminer, on sait très bien qu'ils vont neutraliser le démon, qu'ils vont tous rester en vie, qu'ils vont gagner grâce au pouvoir de l'amitié, même s'il y aura plein de sang et de tripes par terre, ce sera ça et c'est tout. Le fait qu'on soit passé par un passage où on fait semblant de nous dire, regardez, Yohanzé a gagné, Nokomis est en train de massacrer les gens qu'elle aimait avant, etc. Bon, en fait, elle tue les gens aux yeux rouges qui étaient des méchants. Elle tue des guerriers no-name, complètement PNJ en revenant dans le village du loup. Et ensuite, je suis sûre qu'on va lui pardonner, hein, vu dans le monde dans lequel on est. Les gens, les persos secondaires peuvent crever, c'est pas grave. Elle a pas tué Sora, c'est ça qui est important. Sora, du coup, qui était possédée, mais apparemment, elle a pas été annihilée. Alors, je sais pas pourquoi. Comme je vous disais, le frère Hanska, là, il a été annihilé dès qu'on a pris possession de lui. Alors, je crois qu'on nous dit l'âme de Sora était plus forte, etc. Bon. Encore une fois, c'est un peu du Deus Ex Machina. Il y a des gens qui sont annihilés, il y a des gens qui se font pas annihiler. Nokomis, on sait que c'est parce qu'elle a son propre démon, parce que c'est son ancêtre et le pouvoir de s'aligner, machin. Mais pour les autres, on sait pas trop. Shillali aussi, c'est genre, on sait que les albinos dans ce monde sont sacrés et qu'ils ont une connexion plus forte avec les ancêtres. Ok, mais du coup, Sora, on n'a pas d'explication pour Sora. Fin qui m'a, moi, complètement fait chier, parce que c'était juste des trucs qu'on voyait venir avec juste des détours. Je pensais, vous savez, au fil d'attente où à chaque fois on fait haut, bas, haut, bas, haut, bas pour mettre plein de gens dans un petit espace. Là, j'avais l'impression que ce livre faisait clairement ça. On avance, on recule, on avance, on recule, et tout ça pour avancer le plus lentement possible dans un petit espace. Et il y a un moment où j'avais envie d'appuyer sur suivant dans ma tête. Cette fin aurait mérité d'être abrégée. Faut qu'on voit plus les enjeux. En fait, quand on tue des gens, ça sert à rien de tuer plein de gens si c'est pour que ça prenne 2 lignes. Et si c'est pour qu'après on nous fasse un drama pour un perso qui, pour nous, est aussi secondaire. Parce que, comme je vous disais, comme les persos n'ont pas beaucoup de personnalité, de détails, qu'on les connaît pas plus que ça, etc. En fait, c'est juste un nom. Et on sait qu'un perso est important justement parce que ça prend des plombes pour qu'il crève et qu'au final il crève pas. Alors que les persos qui sont one-shot, bah, ça veut dire qu'ils étaient pas importants. Vraiment, Sora, ça aurait pu être un PNJ aussi, hein, mais... Parce qu'on connaît rien de sa personnalité, c'est juste la sœur de Ayana, elle est gentille, elle croyait en Nokomis alors que son village se disait qu'elle était louche, mais c'est tout en fait. Elle a aucun trait de personnalité en particulier, et elle survit parce qu'on a décidé que c'était un perso important, et voilà, donc c'est vraiment le défaut, je dirais. Si vous voulez qu'on n'ait pas envie que les persos meurent, et qu'on croit qu'ils peuvent mourir, eh ben il faut faire mourir des persos qui ont une personnalité détaillée, et il faut que les persos, globalement, aient une personnalité détaillée. Et si vous voulez que tous les persos soient expéditifs, ce qui est aussi possible, dans ces cas-là, il faut être plus dans l'action, et il faut que l'action varie plus. Il faut pas que ce soit sans arrêt... on balance un coup de couteau dans machin, on ouvre le ventre de machin, machin crache du sang, machin tombe, machin se relève. C'est bon, quand c'est la 10e fois qu'on voit quelqu'un cracher du sang, au bout d'un moment, ça n'a plus de valeur, donc... Voilà, il faut se calmer sur les effusions de sang et changer un peu, varier les choses qui se passent. Comme je vous dis, je vous le déconseille pas complètement, c'est pas du tout nul, mais c'est moyen, c'est dommage parce que ça aurait pu être mieux. En tout cas, dans l'état actuel, moi je pense pas continuer. Petit clin d'œil, je vous aurais certainement mis la musique. Cette autrice a mis une playlist en fin de livre, et ça je trouve ça très cool. Et dans sa playlist, elle a mis Eivor, qui est une artiste que j'aime beaucoup, que j'écoute depuis plusieurs années, et ça m'a fait très plaisir qu'elle mette Eivor. Donc j'ai pas remonté d'un point pour ça, parce que ça n'a rien à voir avec l'écriture, mais en tout cas ça m'a fait plaisir, et donc je le dis. Et vive Eivor, écoutez, j'espère que vous aurez aimé quand je vous en aurai calé une.
Mettez des playlists à la fin de vos livres, parce que moi je trouve ça bien, ça me permet de savoir quoi mettre quand je vais faire ma critique, et je trouve ça très cool d'avoir des musiques associées à des passages et tout. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!